Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Radio Ici et Maintenant 95.2 FM que vous pouvez également écouter 24 heures sur 24 sur icietmaintenant.com. Également sur les applications radio pour smartphone et sur le DAB+, où que vous soyez à travers le monde, vous pouvez suivre nos émissions grâce à Internet, icietmaintenant.com. C'est ce soir le magazine Santé et Spiritualité, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 17h30. Ce soir, en direct avec Daniel Goldschmidt, que vous devez sans doute connaître pour certains d'entre vous et que vous allez découvrir pour les personnes qui écoutent l'émission pour la première fois. Notre invité Daniel Goldschmidt est psychologue clinicien, hypnothérapeute et également ancien animateur de Radio Ici et Maintenant. Daniel, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien parce que ça me fait plaisir de te voir à chaque fois. Et puis renouer un petit peu avec Ici et Maintenant, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'émotions, surtout dans la circonstance que nous connaissons tous. Mais il faut positiver et je suis ravi d'être là, voilà. Bien, nous aussi, on est vraiment très heureux de te retrouver sur les ondes de radio Ici et Maintenant. Alors, pour commencer, je pense que ce serait quand même pertinent et intéressant pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'écouter les anciennes émissions, que tu puisses te présenter en quelques mots. Bien, alors à part avoir sévi sur les antennes d'Ici et Maintenant pendant quelques temps, il y a maintenant quelques années, mais je pense que les auditeurs fidèles se souviendront par exemple de l'émission Allô Daniel, qui avait lieu le samedi et dans lequel on traitait pas mal de choses concernant la psychologie, la psychanalyse et puis aussi un certain nombre de choses un peu plus spirituelles, si on peut dire. Et moi, j'ai 75 ans, et j'ai pas peur de le dire, mais ça commence à peser un peu. Je suis à la base psychologue, comme tu l'as dit, et je me suis spécialisé dans l'hypnose, mais à une époque où on parlait finalement pas tant d'hypnose. Si tu veux, j'ai commencé dans les années 1999, 2000, etc. Donc ça fait bien un peu plus d'une vingtaine d'années. Je me suis spécialisé là-dedans avec de plus en plus d'intérêt pour la chose. J'ai fait des études en France, j'ai fait des études aux États-Unis, je suis resté une dizaine d'années à New York. Et à une époque où, en France, l'hypnose, ça faisait plutôt rigoler. Et c'était pas très sérieux en tant que tel, ça faisait penser au cabinet de voyance, quoique j'ai rien contre la voyance, hein. Mais entre-temps, sur une dizaine ou une quinzaine d'années, ça s'est beaucoup spécialisé, c'est devenu très sérieux, et maintenant c'est rentré dans les hôpitaux, c'est rentré un peu partout. Et... Alors moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, j'ai un cabinet qui est installé un peu en dehors de Paris, mais pas vraiment, à une dizaine de kilomètres de Paris. Et je continue à recevoir des patients. Et voilà. Grosso modo, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Et justement, au moment où tu as découvert l'hypnose, peux-tu nous raconter comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que c'est suite à une séance d'hypnose ? Enfin, comment a eu lieu ce premier contact avec l'hypnose ? Oui, alors c'est un peu ça. Disons que j'étais à New York. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une partie de mes études à Paris 8, de la psychologie, hein, tout simplement. Et puis après, j'ai eu envie un petit peu de prendre l'air. Et puis pour tout dire, j'étais tombé fou amoureux d'une Américaine. Donc j'ai pris un avion, je suis parti à New York et je me suis installé plus ou moins là-bas. Et là-bas, on a commencé à me parler d'hypnose. C'est-à-dire que ici, c'était la psychanalyse. Tout le monde étudiait la psychanalyse. Et là-bas, la psychanalyse, ça commençait à devenir un vieux truc, hein, quelque chose d'assez finalement qui passait de mode et était remplacé progressivement par l'hypnose. Donc j'ai voulu comprendre, savoir. J'étais resté aussi avec ces préjugés un peu français que l'hypnose c'était quelque chose qui ressemblait vraiment à une escroquerie, enfin quelque part. Hein. Et puis j'ai commencé à compulser un certain nombre de bouquins en anglais et puis je me suis aperçu que c'était loin d'être une escroquerie. Et puis un jour, un de mes amis m'a dit « Est-ce que tu veux que je t'hypnotise ?» En anglais, il m'a dit ça.
J'ai fait répéter 3 fois pour être sûr que j'avais bien compris. Et puis il a fait 3-4 trucs. Il m'a expliqué que c'était des techniques, que tout le monde pouvait le faire. Et je suis rentré dans cet état. Voilà. Cet état que j'ai découvert un peu éberlué et surtout qui m'a rappelé quelque chose de l'enfance en fait. C'est-à-dire que la première fois que je me suis fait hypnotiser, j'ai eu l'impression que j'avais 10 ans, que toute ma perception devenait extrêmement fine, comme on est quand on a 10 ans, parce qu'on se rend pas compte que au fur et à mesure qu'on vieillit, on s'encrasse en fait, d'une certaine manière. On ressent les choses d'une façon moins forte que quand on les vit, et j'ai adoré cette sensation. En plus, je me suis rendu compte qu'on perdait pas conscience, en fait. C'est la conscience qui changeait. C'est pour ça qu'on a parlé après d'état modifié de conscience pour l'hypnose. La conscience change, elle devient différente, mais c'est toujours soi qui est là. Donc on perd pas conscience. Les gens s'imaginent qu'on tombe dans le coma. C'est pas du tout, moi en tout cas, ce que j'ai senti la première fois. Après, je me suis perfectionné auprès de maîtres, des gens qui étaient dans la chose depuis bien 30 ans. Certains sont morts, déjà, malheureusement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie transmission du savoir hypnotique, c'est-à-dire qu'il y avait des instituts aux États-Unis qui formaient. Il y en a notamment la NGH, qui est la National Guild of Hypnotists, qui forme véritablement, mais c'est pas la même hypnose que celle qui est pratiquée en France et qui est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Alors là, on va pas rentrer dans les détails parce que, ericksonienne, ça veut dire Milton Erickson. Milton Erickson, c'était un psychiatre américain qui a fait beaucoup de bien à l'hypnose parce qu'il a fait rentrer l'hypnose dans les endroits sérieux. Donc il faut lui reconnaître ça. Mais il y a d'autres styles d'hypnose aux États-Unis qui sont en train d'ailleurs de devenir majoritaires. Et en France, comme d'habitude, on est un peu à la traîne. On en est resté effectivement à l'hypnose ericksonienne. Il y a des instituts qui forment à l'hypnose ericksonienne. Ce sont des instituts privés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors, il y a des diplômes universitaires d'hypnose, mais ce sont organisés par certaines universités, mais ce n'est pas des diplômes d'État. Il n'y a pas de diplôme d'État d'hypnotiseur, en fait. Ça n'existe pas pour l'instant. Alors, tout est en débat. Le ministère de la Santé est au courant. Il y a, à mon avis, il a beaucoup de chats à fouetter avant de s'intéresser à créer un diplôme d'État d'hypnose, mais ça viendra. Voilà. Alors justement, en parlant de formation, de diplôme, etc., est-ce que, Daniel, tout le monde peut être formé à l'hypnose ? Alors oui et non. Alors oui, parce que ce sont des techniques à apprendre. Non, parce qu'il faut comprendre la philosophie qu'il y a derrière, et je dirais avoir une vie qui permette cette digestion de ce qu'on a appris. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui veut être formé et ça existe malheureusement, en 15 jours, ou même 10 jours en hypnose, ça va pas fonctionner parce qu'il va appliquer bêtement les techniques, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus complexe que ça. Mais c'est un peu pareil pour toute forme de thérapie. Il faut rentrer dans la philosophie qu'il y a derrière et puis pratiquer. Donc ça, pour bien apprendre l'hypnose, à mon avis, c'est 4-5 ans pour vraiment rentrer dans l'affaire. Or, on fait miroiter au public qu'ils ont qu'à prendre un cours d'hypnose qui va durer peut-être 6 mois, qui va coûter 3 000 € quand même. Et puis, hop, voilà, ils montent leur cabinet. Et ça se voit partout. Il y a énormément maintenant de gens qui font de l'hypnose un peu partout. Et c'est pas, pour moi, l'hypnose, c'est pas ça. L'hypnose n'est pas que de la technique. C'est un ensemble. Voilà. D'accord. Toujours en direct sur radio, ici et maintenant, émission Santé et Spiritualité, avec notre invité Daniel Goldschmidt, psychologue, hypnothérapeute. Vous allez, auditeurs, auditrices, avoir la possibilité aussi, un peu plus tard au cours de l'émission, d'appeler au 08 92 23 95 20 pour échanger avec notre invité, pour pouvoir aussi poser vos questions. Alors après cette présentation de toi et ton parcours, Daniel, pourrais-tu nous présenter tout simplement l'hypnose et ses principales applications et bienfaits ?
Oui, alors l'hypnose, pour simplifier, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre trop dans les détails, on va se perdre. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire un état modifié de conscience ? C'est compliqué parce que on rencontre des états modifiés de conscience constamment dans notre vie courante. Quand on dort, on dort. Quand on somnole, on somnole. Quand on rêve, et à chaque fois, la conscience se modifie. C'est pour ça que cette appellation état de modifié de conscience, elle peut être mise quand même un petit peu de côté. Je parlerai plus d'un état différent de conscience qui correspond à un certain nombre de critères. Et un des critères, c'est que la pensée discursive, c'est-à-dire la pensée consciente, comment dirais-je, elle devient plus fine et moins importante. Alors on retrouve ça d'ailleurs dans les techniques de méditation. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans l'état d'hypnose, la première des choses qu'il va ressentir, c'est que sa pensée s'affaiblit, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire elle devient plus fixe. Alors c'est pour ça qu'il y a des techniques de concentration qui permettent à la personne, on demande à la personne de se concentrer sur quelque chose, et à force de se concentrer et d'être accompagnée dans cette concentration par l'hypnotiste, elle va finir par avoir son esprit conscient, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui va devenir pratiquement stable. Et là, à ce moment-là, au miracle, arrive ce qu'on appelle l'inconscient, mais c'est pas l'inconscient freudien, attention, c'est une partie du cerveau qui est maintenant tout à fait repéré, qu'on connaît, sur lequel on a fait des tas d'expériences avec des IRM, des scanners, etc. Et c'est une partie qui fait 75% de l'activité cérébrale. Donc c'est pas du tout un petit truc, l'inconscient. Et cet inconscient va amener un certain nombre de choses très positives à la personne. Parce que les pensées, moi je veux pas non plus dire que l'esprit conscient c'est un empêcheur de tourner en rond et qui nous fait que des misères. Non, l'esprit conscient on en a besoin. On a besoin de que 4 et 4 fassent 8, etc. Sinon on peut pas arriver à vivre. Mais par contre, on a créé une société où notre esprit conscient est constamment sollicité. On est constamment en train de penser parce que on est obligé aussi. On est obligé de penser parce que on nous oblige un petit peu à penser. Les médias, toutes sortes de choses. Les livres, les bibliothèques, Internet, alors ça, on peut en parler. Donc on est complètement submergé d'informations et l'inconscient, lui, il est beaucoup plus calme et il s'occupe des choses importantes, si j'ose dire, parce que l'inconscient s'occupe aussi de nous maintenir en vie, entre autres. Mais on peut le solliciter pour obtenir beaucoup plus que ça. Voilà, je fais long là, parce que je te repasse la parole, parce que sinon quand je pars dans mes trucs, j'arrête pas. Mais il n'y a pas de souci, Daniel, c'est riche et très intéressant. Eh bien, par rapport donc à l'hypnose, comme tu nous l'as expliqué, il s'agit donc de l'état modifié de la conscience, et c'est finalement une discussion en direct avec l'inconscient qu'on ne sollicite peut-être pas toujours, ou qu'on sollicite justement sans forcément s'en rendre compte. Tout à fait, c'est très précis ce que tu viens de dire et c'est très vrai. L'inconscient est toujours là quoi qu'il arrive, puisque c'est à peu près 73 à 74% du fonctionnement cérébral quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que notre inconscient est constamment allumé, si on veut dire. Mais par contre, on s'en rend pas compte, et ce qui fait la valeur de l'hypnose, c'est que lorsque on plonge quelqu'un dans cet état d'hypnose, il va ressentir son propre inconscient, et donc il va y avoir une forme de communication qui va se faire. Et cette communication va amplifier son état de conscience global. Alors, comment expliquer ça ? La personne rentre dans un état particulier. C'est vrai que dans pas mal de films ou de romans, on décrit un état pratiquement qui est une forme de sommeil, mais si on met un IRM sur la tête de la personne, on s'aperçoit que son cerveau est extrêmement actif, justement. Et même plus actif que dans l'état dit normal. Alors, on peut faire un petit parallèle entre l'hypnose et la méditation, c'est vrai. On a fait des études IRM scanner, on s'est aperçu que l'état méditatif était quand même très très proche de l'hypnose. Sauf que l'hypnose est guidée
par un tiers. Et que la méditation, on est supposé en faire seul ou bien avec un maître, mais en communauté. Donc c'est un petit peu différent. Et les marqueurs des scanners et des IRM sont légèrement différents dans la méditation. Mais il y a quand même un point commun qui est évident. Et surtout, le résultat est important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je souligne pour les gens qui écoutent, c'est qu'il y a un vrai résultat, aussi bien sur un certain nombre de problèmes psychiques, que sur même des problèmes neuropsychiques et des problèmes somatiques. Alors, psychosomatiques, c'est-à-dire, attention, hors de question de travailler sur le cancer avec l'hypnose, hors de question de travailler sur des maladies graves avec... si, on peut essayer, mais arrêtez de... Moi, je vois des choses qui me hérissent les cheveux. C'est-à-dire que on peut pas faire ce qu'on veut, on ne devient pas tout puissant. Par contre, on peut améliorer et aider. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des médecins, des infirmiers maintenant qui ont appris l'hypnose et qui s'en servent en médecine tout à fait classique. Parce que ça aide. Ils se sont rendus compte que quand quelqu'un va rentrer dans une salle d'opération, plutôt de lui shooter un anxiolytique, etc., on le met en hypnose. La personne reste en hypnose tout le long de l'opération. Elle ne sent pratiquement plus la douleur. Et l'anesthésiste, qui en général est l'hypnothérapeute en même temps, va la mettre dans un état où il va lui faire imaginer un certain nombre de choses agréables. Et quand l'intervention est terminée, on lui dit l'intervention est terminée, et la personne dit mais quand est-ce que ça commence ? J'ai rien senti. Donc en fait, le médecin va faire ami-ami avec l'inconscient de la personne et va lui demander par un certain nombre de techniques et finalement un langage entre eux d'amener la personne dans un état particulier qui va faire qu'elle va très très bien se sentir pendant l'opération. Et au miracle, on s'est aperçu que les suites opératoires étaient bien meilleures lorsque l'hypnose était appliquée au bloc opératoire. Et ça, ce sont des expériences qui ont été faites en France ? Ah oui, alors il y a un certain nombre de vidéos sur Internet que n'importe qui peut regarder. Il suffit de faire hypnose au bloc opératoire, ou hypnose clinique, et on peut assister à une opération sous hypnose. La caméra est tout le temps là, elle filme ce qui se passe, et on voit la personne qui n'éprouve pas grand-chose, alors qu'on est en train de soit lui découper le ventre, soit... Et c'est réel, ça marche vraiment. Maintenant, savoir exactement comment ça marche neurologiquement, c'est compliqué. On voit les parties du cerveau qui s'allument, entre guillemets, et qui créent quelque chose, mais c'est très difficile de dire exactement ce qui se passe pour que la personne ne ressente pratiquement rien. Bon. Alors, attention, on ne fait pas d'opération à cœur ouvert, par exemple, sous hypnose. Il y a une limite. Mais par exemple, la thyroïde, qui est juste sous la peau, etc., la personne ne sent strictement rien, on lui ouvre la peau du cou, elle sent strictement rien, on opère sa thyroïde, on la referme, elle ne sait même pas qu'elle a été opérée, en fait. Donc, alors ça semble miraculeux, mais ça n'est pas autant qu'on croit. Hein. C'est-à-dire qu'on sait très bien maintenant que la douleur est un phénomène qui participe autant du psychologique que du neurologique. Hein. Alors, tu disais, Daniel, que ça pouvait faire peur, en effet, justement, par rapport à l'hypnose. Est-ce qu'il faut en avoir peur de perdre, par exemple, le contrôle de son conscient? Enfin, quelle est ta réponse face aux personnes qui disent avoir peur de l'hypnose? Ma réponse, c'est que je les comprends, puisque j'ai eu cet état aussi d'appréhension. Avant que quelqu'un à New York, je me souviens encore très bien de ma sensation quand j'avais une sorte de résistance, parce que je me disais mais où est-ce que je vais, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, et tout d'un coup on débouche sur quelque chose d'extraordinairement agréable. Alors peur de l'hypnose, surtout pas. C'est même pour beaucoup de personnes qui vont plus ou moins bien psychologiquement, dépression et autres, c'est un moment d'extase. Tout d'un coup, au moins pendant le moment de l'hypnose, ils n'ont plus le problème. Le problème n'est plus là.
Après, il faut répéter, enfin je veux dire, c'est comme toutes les choses dans la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle en une séance, etc. Pour la cigarette, ça peut. Pour désamorcer la tabagie, ça peut se faire en une séance, par contre. Bon, sur toi, ça n'a pas vraiment marché. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Oui. D'accord. Du coup, je savais plus ce que je disais. Oui. Donc, peur de l'hypnose, certainement pas. Il y a beaucoup de mythes, de contes et légendes, évidemment, vu que des gens se sont retrouvés devant des films et ont lu des bouquins. Ça fait beaucoup rêver dans le mauvais sens aussi. C'est dormez, je le veux. Je le veux. Le côté je le veux de l'hypnotiseur. Vous êtes en mon pouvoir. Ça n'existe pas. L'inconscient accepte les suggestions qu'on lui fait, s'il considère que ça va permettre à la personne d'aller bien. Mais lui dire ton cœur va s'arrêter ou des conneries comme ça, c'est impossible. C'est impossible. L'inconscient, c'est une partie de la personne qui est sage et qui est bienveillant. D'ailleurs, la plupart des grandes amitiés ou des grands amours se font de contact inconscient à inconscient. C'est comme ça que ça marche. Et donc l'inconscient, c'est une partie de la personne tout simplement, mais il y a comment dirais-je, il y a exactement les frontières qu'il faut. La nature a tout prévu. Donc la peur de l'hypnose, non. Qu'on ait pu, à une certaine époque et dans certaines circonstances, manipuler un petit peu les gens, oui, mais sans hypnose aussi. Je veux dire... utiliser l'hypnose pour manipuler les gens, oui, mais pas plus que de les manipuler d'une autre manière. Donc, je ne pense pas qu'on puisse véritablement parler de risque. D'accord. Le seul risque, pour moi, c'est que ça ne marche pas. Comme la cigarette. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que certaines personnes sont plus hypnotisables que d'autres? Est-ce que, tout le monde est hypnotisable finalement? Alors ça, c'est le talent du praticien. S'il arrive à créer un vrai rapport avec la personne, un rapport de confiance, et avec un peu d'amour, d'amour qui est... Enfin, comprenez-moi, c'est vrai que ça peut aller... C'est vrai que souvent, le rapport qu'il y a dans l'hypnose est un rapport très intime et que ça peut déboucher sur un amour réciproque. Oui, ça oui. Mais s'il y a ce rapport qui se crée, la personne s'ouvre et l'inconscient s'ouvre. Si ce rapport, il ne sait pas le créer et qu'il reste figé dans sa fonction, comme certains psychologues d'ailleurs entre nous, ou certains psychanalystes, ça ne marchera pas. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, sur la psychanalyse, c'est que la psychanalyse est assise sur l'hypnose. C'est-à-dire qu'au départ, Freud était hypnotiseur. Les gens ne le savent pas, ça. Donc, il y a beaucoup de traitements et de thérapies qui sont assises sur l'hypnose. L'hypnose est quelque chose d'universel. Ça appartient à l'être humain, mais dans certains cas, aux animaux aussi. On peut éventuellement créer un rapport hypnotique avec un animal. Donc c'est quelque chose qui est très répandu. Et j'ai jamais vu un problème. Ça fait 22 ans que je fais ce truc-là. Des fois, il y a des trucs assez étonnants, mais un vrai problème, non. J'ai jamais vu, moi. Alors on raconte des trucs, des machins. Les gens sont ce qu'ils sont. Ils sont impressionnés par l'hypnose. Parce que quand ils en font et que ça marche, ils comprennent pas, parce que toute leur vie, ils ont eu l'habitude, par exemple, quand ils lèvent une main, c'est eux qui lèvent la main. En hypnose, la main se lève toute seule. Alors, il y a une raison neurologique à ça, ou des mouvements qu'ils ne font pas et que leur corps fait. Mais finalement, quand on réfléchit, quelqu'un qui danse, il va faire exactement des mouvements sans les contrôler. Donc, en fait, c'est très, très, très relatif, ça. Cette histoire de crainte, et l'état hypnotique est quelque chose de magnifique. Voilà. Alors, y a-t-il justement dans l'état hypnotique des niveaux différents? Est-ce que l'hypnothérapeute peut
peut décider et choisir en fonction de la personne qu'elle a en face de lui le niveau d'hypnose, que ce soit un peu léger, plus profond, etc. Comment est-ce que ce niveau est déterminé ? Oui, alors là, tu abordes quelque chose d'intéressant, c'est les techniques. Alors, c'est vrai que lorsque un hypnothérapeute est bien formé, et il y a quand même, heureusement, dans ce pays, des instituts, notamment qui forment des médecins, des psychologues, des gens qui sont des professionnels de santé, et puis aussi quelques instituts privés qui forment des hypnothérapeutes qui ne sont pas soignants, mais qui sont de bonne qualité. À ce moment-là, on va obtenir quelque chose d'assez fluide, en fait. Il faut trouver une espèce de fluidité. Repose-moi la question parce que... le niveau de l'hypnose... oui, c'est ça. Alors, les niveaux de l'hypnose peuvent être obtenus techniquement, mais, et c'est là le grand mais, on ne peut pas les imposer à la personne. Donc, prenons l'hypnose profonde que je pratique. L'hypnose profonde, c'est quelque chose qui correspond effectivement à une sorte de sommeil, par contre. C'est-à-dire que la personne, elle est tellement bien qu'elle rentre dans une forme de sommeil qui n'est pas du sommeil, mais qui est une espèce de méditation profonde, on va dire, pour essayer de trouver des mots qui pourraient éventuellement correspondre à ça. Eh bien, il y a des techniques qui permettent de l'obtenir. On lui fait penser à certaines choses, et on lui fait faire même corporellement certaines choses. Et à ce moment-là, il faut que l'inconscient de la personne accepte. C'est-à-dire que le rapport soit suffisant. Et que la personne, en fait, pour parler d'une façon classique et normale, il faut que la personne se laisse aller. Et si elle se laisse aller, elle va rentrer dans quelque chose de très profond. Au moment où elle est dans cette hypnose très profonde, le soin éventuel, et surtout du soin psychique, on va pas se raconter des histoires, moi j'irai pas soigner physiquement quelqu'un parce que je suis pas compétent, je suis pas médecin. Mais il y a des choses qui se font en hypnose profonde tout seul. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un vient me voir pour du psoriasis. Bon, la première des choses que je lui demande, c'est si elle a vu un dermatologue. Et depuis combien de temps elle a ce psoriasis? Et est-ce que c'est apparu après un choc ou un traumatisme? Parce qu'on sait très bien que ce genre de maladie de peau a un rapport avec quelque chose qui s'est passé dans la vie de la personne. Et ensuite, je vais la mettre en hypnose profonde. Ça m'est arrivé récemment. La personne vient pour ce psoriasis qu'elle avait depuis à peu près 18 ans, ce qui est quand même énorme, avec des crises. Bon. Et je me dis, comme ça, je vais la mettre en hypnose profonde, c'est-à-dire qu'elle va faire comme une espèce de sommeil pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Comme ça. Je vois que la personne accède à ma demande, c'est-à-dire elle rentre dedans, et puis je vois qu'elle est dans une forme de sommeil. Après, plus rien. Je parle pas, je fais pas de suggestion, elle semble dormir, et je vois qu'il y a des mouvements sur son corps. Ça tremble un peu, etc. Mais j'accompagne pas obligatoirement avec ma parole. Ça se fait. Bon. Alors je vous raconte ça parce que c'est plutôt intéressant et même amusant. Je la ramène, c'est-à-dire je la réveille, on peut dire. Je lui donne une suggestion quand même, parce que ça marche beaucoup par suggestion, ce qu'on fait. Je dis, voilà, je pense que votre psoriasis va aller mieux. Bon. Elle ouvre les yeux et elle me dit, je ne vois rien. Je dis, comment vous voyez rien? Non, c'est tout noir. Alors là, effectivement, je me mets à réfléchir et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que les voies de l'inconscient sont souvent un peu impénétrables. Et puis je lui dis, et elle commençait vraiment à s'inquiéter un peu, elle me dit, mais je suis devenu aveugle, je ne vois rien. Bon. Je lui dis, écoutez, refermez les yeux, et je te cache pas que même moi, je commençais à dire, ah oui, j'imagine. Il y a un loup là. Bon. Elle referme les yeux, je dis, je compte 1, 2, 3, je demande à votre esprit inconscient de vous ramener et que vous voyez parfaitement. Elle rouvre les yeux, elle me dit, ah, ça va très bien. Bon. Là-dessus,
Quel rapport avec le psoriasis? Aucun. Je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc? Est-ce que vous n'avez pas eu un accident? Un moment où vos yeux ont été... Ah non, pas du tout. Non. Eh bien, pour l'instant, alors, je marche sur des œufs, parce que c'est quand même relativement récent, quoi. Ça fait peut-être je ne sais plus combien, peut-être 2-3 mois. Hein. Bon. Eh bien, le psoriasis n'est pas revenu. Et j'ai eu d'autres cas comme ça, avec des réactions en transe profonde, que je ne comprenais pas, que la personne ne comprenait pas, et le problème était quasi résolu. Je dis quasi, parce qu'il y a toujours une petite trace quand même. Hein. Par exemple, le psoriasis va revenir très très légèrement. Alors, quand on va dans les arcanes de la psychologie, de la psychanalyse et tout, alors les gens très érudits vont vous dire, mais oui, c'est normal, elle avait un symptôme, et ce symptôme est apparu à un moment de sa vie, et l'inconscient l'a gardé en pensant que c'était finalement quelque chose de positif, le psoriasis. Ça permettait de mettre des choses à l'écrit. Mais ça, c'est aussi de la broderie sur quelque chose qu'on ne sait pas. Moi, je ne sais pas du tout pourquoi elle a perdu la vue pendant 1 minute. Voilà, alors ça, c'est la transe profonde. Bon. Alors, il y a des techniques de transe profonde, il y a même des techniques qui font intervenir un petit côté mystique et parapsychologique. On dit à la personne que plus elle va aller profond dans sa transe, puisque c'est une transe, et plus elle va être en contact avec un supraconscient. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà même de l'inconscient, et que ce supraconscient va travailler en elle et, entre guillemets, améliorer. J'aime pas le mot guérir, parce que de toute façon, si on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de guérir, c'est clair. Hein. Donc, qui va améliorer son problème. Et on la laisse comme ça. Et la personne reste dans la transe profonde un bon moment. Alors maintenant, il y a des transes plus légères, dans lesquelles, par exemple, on va évoquer quelque chose de négatif qui s'est produit dans la vie de la personne. On va faire revivre un petit peu, et avec beaucoup de circonspection, un traumatisme, par exemple. Et on va demander à l'inconscient d'effacer. Et très curieusement, c'est ce qui se passe. Alors là, il faut qu'effectivement l'hypnotiseur, enfin le praticien, ait une forme d'expérience quand même, pour savoir à quel moment il faut demander, de quelle manière il faut le demander, etc. Et moi, j'ai des exemples comme ça, hein, j'en ai beaucoup, parce que ça fait 22 ans. Mais par exemple, j'avais une femme qui vient, elle m'appelle de la part de son frère que j'avais vu aussi et que j'avais soulagé de problèmes de peau, d'acné. D'ailleurs, son acné allait mieux. Bon. Et elle me dit, vous savez, j'ai fait je ne sais pas combien de psychiatres, j'ai fait plein de trucs et je n'arrive pas à m'en sortir. Mais je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, j'étais dans une gare et j'ai vu quelqu'un s'approcher d'une personne et la pousser sous le train. Et effectivement, je me suis rappelé que dans les journaux, ils en avaient parlé. Et la personne qui a fait ça, c'était un schizophrène. Donc on ne peut même pas dire qu'il a fait exprès, il a eu une espèce de pulsion. Évidemment, la personne est morte. Hein. Et elle était à 3-4 mètres de l'endroit où ça s'est passé. Et elle s'en sortait pas, c'est-à-dire que toutes les nuits, ça revenait dans son esprit, quoi. Et à ce moment-là, j'ai essayé ce qu'on appelle une régression pour la remettre dans ce qui s'est passé, mais il faut y aller très doucement. Faire une hypnose relativement profonde, mais pas trop, pour qu'elle puisse rester consciente et revoir l'incident, mais elle n'était plus à l'endroit où elle l'avait vraiment vu. D'une façon imaginaire, elle était à au moins 100 mètres de l'endroit. Et elle voyait de très loin. Puis, j'ai plus ou moins, d'une certaine manière, demandé à l'inconscient de fixer cette nouvelle perception de ce qui s'était passé et d'essayer d'effacer l'ancienne. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quelques semaines après, elle m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait, je me souviens que j'étais à 300 ou 400 mètres de l'endroit, mais maintenant je n'arrive plus à me souvenir de ce que j'ai vraiment vu. Maintenant, à chaque fois que j'y pense, je suis à 300-400 mètres. On avait remplacé quelque chose par autre chose. Et depuis, ça a l'air d'aller, hein. J'ai des nouvelles régulièrement. Voilà. Alors, on peut faire ça en hypnose, on peut faire ça dans une forme d'hypnose qui s'appelle l'EMDR. On parle beaucoup de l'EMDR.
c'est une forme d'hypnose. C'est-à-dire qu'on fait bouger les yeux d'une certaine manière, la personne rentre dans une forme de transe hypnotique, et là, on lui fait à peu près la même chose, c'est-à-dire on lui fait voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on efface le traumatisme et on remplace par autre chose. Voilà. C'est un peu tout en vrac ce que je raconte, mais bon. Absolument pas justement le fait d'avoir quelques exemples par rapport à l'hypnose, ça permet de mieux comprendre de quoi il s'agit, donc c'est plutôt positif. C'est le moment à présent sur Radio Ici et Maintenant de passer à la première page promotionnelle où nous allons partager avec vous les coordonnées de Daniel Goldschmidt afin que vous puissiez le retrouver après cette émission. Sur Radio Ici et Maintenant pour l'émission Santé et Spiritualité. Ce soir, nous sommes en compagnie de Daniel Goldschmidt, psychologue clinicien, hypnothérapeute. Il vous propose des consultations sur rendez-vous, des consultations à Bièvre dans l'Essonne à côté de Clamart. Tous les jours de 11h à 20h. Pour prendre rendez-vous et afin d'avoir plus d'informations, vous pouvez tout simplement appeler Daniel au numéro qui suit 06 08 47 08 51. Je répète 06 08 47 08 51. Également, sur un moteur de recherche, si vous tapez Daniel Goldschmidt, vous tomberez sur ses coordonnées. Donc Daniel Goldschmidt, Goldschmidt. Une nouvelle fois, je vous rappelle le numéro 06 08 47 08 51. Vous pouvez également vous procurer le dernier ouvrage de Daniel Goldschmidt aux éditions Duno, Hypnose profonde, dans toutes les librairies de France. Donc l'ouvrage Hypnose profond aux éditions Duno, dans toutes les librairies de France. Donc bien sûr de Daniel Goldschmidt. Et nous continuons l'émission sur Radio Ici et Maintenant avec notre invité. Cette possibilité également pour vous de nous appeler au 08 92 23 95 20 pour vos questions. Ces exemples d'expérience sont extrêmement intéressants. On a eu des exemples aussi pour mieux comprendre à quoi pouvait servir l'hypnose. Voilà, si on devait avoir plus d'exemples, Daniel, pourrais-tu nous dire bien finalement dans quel cas on a besoin, on voit un hypnothérapeute? Alors, une des premières indications, bien sûr, c'est tous les états psychiques négatifs. Alors, ça s'applique par exemple aux dépressions, toutes sortes de dépressions, sauf la bipolarité, pour être précis. Pourquoi ? Parce que la bipolarité a un versant biologique. Donc, quelqu'un qui est bipolaire, il peut très bien faire de l'hypnose, ça va l'aider, mais il faut avant tout qu'il prenne des médicaments. C'est comme ça, et on n'a jamais réussi à contenir la bipolarité autrement. Il ne faut pas se raconter des histoires. Mais les dépressions, je dirais, normales, cèdent assez vite à l'hypnose. Quand je dis assez vite, c'est quand même... il faut un suivi d'une fois par mois sur une dizaine de séances à peu près. Alors ça, c'est important. Également, tout ce qui est d'origine psychique, c'est-à-dire les TOC, par exemple, les phobies. Ça marche très très bien, les phobies. Alors, toutes sortes de phobies, parce que je crois qu'il existe environ répertorié près de 750 phobies différentes. Bon. Également, les addictions. Alors, les addictions, évidemment, souvent c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, parce que l'addiction est très ancrée. Je pense au tabac, à l'alcool, mais également au cannabis. Donc j'ai pas mal de clients qui viennent pour ça, et la première des choses que je leur dis, c'est quelle est votre longévité de consommation, et en fonction,
on décide de tenter, ou je dis, écoutez, si ça fait 25 ans que vous fumez du cannabis, ça va être compliqué. Et je pense que c'est très important de dire la vérité, de ne pas raconter n'importe quoi. Bon. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas d'arrêt brutal, par exemple de la cigarette. En une séance, on peut faire arrêter quelqu'un de la cigarette. Si quelque chose en lui a cliqué. Vous voyez, le gars qui arrive en disant « j'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus, mais je ne peux pas m'en empêcher ». On sait qu'il y a des raisons chimiques pour lesquelles la personne n'arrive pas à se détacher de la nicotine, mais on sait aussi qu'il y a des raisons psychologiques. Et je pense que l'hypnose joue sur les deux, mais surtout sur les raisons psychologiques. Et là, on arrive à avoir des résultats extrêmement rapidement. Alors maintenant, tout ce qui est physique, le corps, etc., là, c'est plus compliqué. Je dirais que tout ce qui est somatique, psychosomatique, c'est-à-dire notamment les problèmes de peau et les douleurs, les fameuses douleurs inexplicables que les médecins n'arrivent pas à contenir. Alors ils donnent un certain nombre de produits qui permettent d'atténuer, mais souvent ce sont des douleurs psychologiques. C'est-à-dire que au lieu que le corps, au lieu que l'esprit essaye de digérer un trauma, par exemple, ça va apparaître sur le corps comme si l'esprit mettait le problème sur le corps. Et à ce moment-là, l'hypnose est très importante. Pourquoi ? Parce que l'hypnose est à la fois une technique qui touche l'esprit, et également une technique qui touche le corps. Elle est un petit peu au milieu. Donc on peut avoir d'excellents résultats sur ce type de choses. L'hypnose médicale qui est pratiquée en hôpital et chez certains médecins, ça va aller vers la douleur. Alors là, la douleur, alors je parlais de la douleur un peu psychologique, mais même les douleurs chroniques, même les douleurs qui ont des raisons d'être, peuvent céder en partie grâce à l'hypnose. Pourquoi ? Parce que l'hypnose va travailler sur l'aspect psychologique de la douleur. La douleur n'est pas fait uniquement de la réaction d'un nerf sur le cerveau, c'est aussi fait parce qu'il y a une anxiété de la douleur et qu'on la crée presque parce qu'on a tellement l'habitude de la voir qu'il y a une partie de nous qui la crée. Et à ce moment-là, l'hypnose agit sur cette partie-là. Alors le mieux, c'est de prendre en conjonction certains médicaments conseillés par les médecins et faire de l'hypnose en plus. Et certains médecins, et de plus en plus maintenant, se forment pour faire de l'hypnose en cabinet. Alors certains médecins sont excellents dans l'hypnose, et certains médecins, évidemment, comme c'est pas leur pratique régulière, ils peuvent être moins bons que quelqu'un qui fait de l'hypnose toute la journée. Il faut le savoir. L'intérêt du médecin, c'est qu'il va pouvoir combiner la psychosomatique et son savoir médical. Et donc vous ressortez avec une séance d'hypnose ou plusieurs, et également le médicament approprié. Voilà. Et également, est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose par rapport au développement personnel, la confiance en soi, même parfois par rapport à la perte de poids ? Alors, c'est vrai, c'est possible. La perte de poids, c'est pas systématique, mais c'est vrai que dans ma carrière, j'ai vu des pertes de poids très étonnantes avec l'hypnose. Là aussi, c'est comme la cigarette, il faut que la personne ait déjà en elle cette bascule. La bascule, je l'appellerais « je n'en veux plus ». Mais vraiment, que ça soit une décision profonde, et là, on peut obtenir. Maintenant, encore une fois, l'hypnose peut venir en complément. Par exemple, j'ai suivi et je suis toujours une femme qui pesait 120 ou 130 kilos, et quelqu'un d'adorable. Et elle m'avait beaucoup touché personnellement quand elle est venue me voir, et je lui ai dit, écoutez, on va essayer avec l'hypnose, mais sinon je vous accompagne de toute façon. On trouvera la solution. Et on a trouvé la solution, parce qu'au bout de 5-6 séances, il se passait... il y avait 500 grammes en moins, mais enfin bon. Et elle avait des compulsions alimentaires, et c'était très compliqué. Donc je lui ai donné l'adresse de quelqu'un que je connais, et qui est une spécialiste des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Et la personne a travaillé avec elle un petit peu, c'était une psychiatre, et puis elle lui a dit écoutez, pour moi, la solution, ça serait une opération, c'est-à-dire comme ils font maintenant, bypass ou ce qu'ils appellent des sleeves, c'est-à-dire qu'ils replient l'estomac, ils le couent, et l'estomac devient beaucoup plus petit, c'est un peu barbare, mais ça marche très très bien.
Finalement, je l'ai suivie en hypnose tout le long du parcours. Donc, elle a été opérée. Et maintenant, elle a perdu 38 kilos. Donc, et elle revit. C'est quelqu'un qui revit. Mais voilà, voilà un exemple qui illustre bien la complémentarité entre l'hypnose et la médecine. C'est très complémentaire. D'ailleurs, beaucoup maintenant de médecins s'y mettent. Il y a des instituts réservés aux médecins. Et on leur apprend l'hypnose. Et au bloc opératoire, ça se fait beaucoup. Une de mes meilleures amies, sinon la meilleure, elle est chirurgienne neurologue dans un hôpital parisien. Et elle pratique l'hypnose au bloc. C'est-à-dire qu'elle fait rentrer la personne pour l'opérer, par exemple, d'une tumeur cérébrale. Et avant d'ouvrir le crâne, elle la met en hypnose. Et elle lui dit, vous allez rester consciente, mais vous n'allez rien sentir, et je vais travailler avec vous en travaillant sur votre cerveau, parce que vous allez m'indiquer, et ça se fait beaucoup plus qu'on pense maintenant, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie éveillée. La personne n'est pas endormie par l'anesthésiste, elle est juste sous hypnose, la personne rentre sous hypnose, la chirurgienne lui ouvre le crâne, il faut dire les choses comme elles sont, mais avec ce qu'il faut, comme il faut, et ensuite elle touche les parties du cerveau à opérer, et elle demande à la personne si elle sent une altération là, etc. Et la personne la guide pour enlever la tumeur. Et elle sait par où passer grâce à l'hypnose et grâce au fait que c'est le patient lui-même qui la guide. Et ça marche très très bien. J'ai vu des films qu'elle m'a amenés, je suis resté sur mes fesses. J'étais abasourdi. Donc finalement, l'hypnose, c'est plus du tout un truc de cabinet, astrologue. C'est complètement en train de sortir de ça. Ça devient vraiment quelque chose de très repéré et de très institutionnel. Oui, on n'a plus la même conception de l'hypnose qu'il y a quelques années, 22 ans même, où tu disais que toi-même tu avais du mal avec ça. C'est une des raisons pour lesquelles, à part le fait que j'étais tombé amoureux d'une Américaine, mais à part ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti aux États-Unis, parce qu'en France, on me ressortait tout le temps la psychanalyse. Il faut vous faire psychanalyser, il faut passer des heures et des heures sur le divan, et moi j'en avais marre. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis rendu compte que plus personne ne pratiquait vraiment la psychanalyse. C'était un vieux truc. Et que ça. Mais comme je savais que Freud avait créé la psychanalyse en se servant de l'hypnose, puisque la personne qui est sur un fauteuil de psychanalyste, elle rentre dans une forme de transe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Et tout d'un coup, les morceaux du puzzle se sont mis en place dans ma tête et je me suis dit, oui, bien sûr. Voilà. Et donc là, c'était par rapport à la perte de poids que tu nous as donné un exemple, Daniel. En ce qui concerne le développement personnel, la confiance en soi, est-ce qu'on peut également te consulter, puisqu'on a notamment parlé des problèmes psychologiques, dépression, etc. Mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas forcément ces problèmes, mais qui souhaitent juste une amélioration, une certaine confiance en soi, etc. Est-ce que tu accompagnes également ces personnes ? Oui. Il y a la dalmatienne qui approuve aussi. Elle est magnifique. C'est un chien magnifique, mais là, elle veut parler. Oui, elle a son mot à dire. Oui, on peut aider les gens à changer. Mais il faut relativiser aussi. Et en fait, mon message aujourd'hui, c'est quand même d'appeler un chat et de garder les pieds sur terre. Quelqu'un qui, depuis 30 ou 40 ans, ne s'aime pas, et Dieu sait si il y en a en France et ailleurs d'ailleurs, de gens qui s'aiment pas au fond. Ils le diront jamais, mais ils s'aiment pas. On va l'aider avec l'hypnose, mais c'est un petit peu comme de la mauvaise herbe, ça repousse. Donc, il faut que la personne revienne régulièrement et aussi, surtout, fasse ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. C'est-à-dire, on va lui enseigner des techniques pour, premièrement, se mettre dans un état de transe, plus ou moins profond, et ensuite, travailler avec son inconscient, avec des suggestions qu'elle fait à elle-même ou des affirmations. C'est un peu ce qu'on voit dans la pensée positive, c'est un peu la même chose. Mais le système de la transe hypnotique va amplifier beaucoup.
Donc, elle peut se lever le matin, je lui apprends à se mettre en transe hypnotique, et puis elle se fait des suggestions à elle-même. Alors au début, c'est un peu, ça la fait un peu rigoler en disant oui, d'accord, mais... Et puis elle s'aperçoit au bout d'un certain temps que ça fonctionne. Alors l'intérêt de l'auto-hypnose, c'est qu'elle n'a pas besoin d'aller voir un praticien. Donc au niveau financier, c'est intéressant. Et ensuite, elle va rentrer dans l'habitude, c'est exactement comme une addiction, mais une bonne addiction. Tous les matins, elle va se répéter à elle-même. Alors il y avait un type qu'on a beaucoup dénigré à une époque, il était pharmacien, il s'appelait Émile Coué. Et Émile Coué disait « Tous les matins, je me sens un peu mieux que la veille ». Enfin, grosso modo, quelque chose comme ça. Et on a dit « Oui, mais bon, etc. » Et maintenant, on se rend compte que ce type était génial. Et que ça a été un des premiers hypnothérapeutes, en fait. C'est-à-dire utiliser la suggestion et l'affirmation pour que ça rentre dans l'inconscient et que l'inconscient finisse par l'adopter. Donc on peut changer les caractères, on peut, de la même manière qu'on peut arriver à faire sortir la personne de la dépression, de la même manière on peut transformer profondément certaines choses. Il faut du temps et il faut que la personne participe. Mais on la guide, on la laisse pas toute seule comme ça, on la guide, on lui explique. C'est vrai qu'en ce moment, on entend pas mal parler des affirmations positives, de la visualisation à pratiquer quotidiennement. C'est finalement, ça rejoint l'hypnose, on pourrait dire, voilà. Oui. L'hypnose fonctionne surtout sur la suggestion. Elle a toujours fonctionné comme ça. Et à force de suggérer les choses à l'inconscient de la personne, l'inconscient finit par les adopter. L'inconscient est plutôt bonne fille, si j'ose dire, ou sympa. C'est-à-dire qu'à force de lui répéter les choses, il va finir par le prendre. L'inconscient, on peut le comparer à un cheval, par exemple. C'est un bon cheval qui nous aime, qui est prêt à nous aider, mais il faut le dresser. Et l'auto-hypnose, c'est une forme de dressage. En parlant d'auto-hypnose, je me rappelle que Didier Deplège, fondateur de la radio Ici et Maintenant, m'en avait parlé pour le sommeil. Oui, alors effectivement, c'est une des indications de l'hypnose, c'est retrouver le sommeil. Et c'est bien que tu en parles parce que justement, j'ai un cas en ce moment de quelqu'un que j'aime bien et qui est peut-être à l'écoute d'ailleurs. Et c'est une personne qui se réveille toutes les nuits à la même heure et qui n'arrive plus à s'endormir. Alors, quand elle va voir les psychiatres, et des bons psychiatres, d'ailleurs même des bons psychiatres que je lui ai indiqués, les psychiatres lui disent vous avez un fond dépressif. Parce que c'est un des symptômes de la dépression, c'est des réveils nocturnes. Bon. Donc, ils leur donnent en général le plus faible possible d'antidépresseurs qu'elle puisse prendre au long cours. Mais des fois, ça marche pas. Et sur la personne à laquelle je fais référence, ça marche pas. C'est-à-dire qu'elle me rappelle quelques temps après, elle me dit non, c'est toujours la même histoire, je me réveille et je n'arrive pas à m'endormir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé chercher la cause profonde. Et c'était pas évident parce que c'est quelqu'un qui a une 50aine d'années, qui est une très jolie femme, qui a eu un certain nombre d'aventures qui se sont mal terminées, qui se retrouve seule depuis des années et qui a peur de refaire quelque chose avec quelqu'un parce qu'elle a été écœurée de ce qui s'est passé. Et on a vu ça, on a vu ce qui se passait. Donc j'ai demandé à l'inconscient de travailler là-dessus. Alors, c'est très curieux quand on demande à l'inconscient, parce qu'on a l'impression qu'on parle avec une tierce personne. Et en fait, on a des signes d'existence de l'inconscient, c'est-à-dire les doigts se mettent à bouger, on peut même faire un code avec les doigts, c'est-à-dire pour dire oui, ça, et la personne ne se rend pas compte que ses doigts bougent. C'est assez curieux. C'est comme si on parlait à 2 personnes minimum lorsqu'on a quelqu'un sur son divan. C'est très bizarre. Mais à force de se laisser guider et d'avoir des réponses inconscientes, on finit par comprendre le problème. L'inconscient finit par comprendre le problème et tout d'un coup, la personne se met à dormir. Alors, dans un sens, c'est pas loin de la psychanalyse, parce qu'au fond, la psychanalyse, c'était ça. On faisait parler la personne jusqu'à ce que, guidé un peu par les du psychanalyste, parce qu'il parlait très peu, mais il était juste présent. Au bout d'un moment, on sentait que quelque chose dans la personne commençait à comprendre ce qui s'était passé. Donc la psychanalyse a quand même une valeur, mais ça a duré 8 ans.
avec l'hypnose, en 10 séances, on peut régler le problème. Voilà. Eh bien, Daniel, je vais ouvrir le standard pour avoir aussi, pourquoi pas, des questions, des réactions de la part des auditeurs et auditrices de radio ici et maintenant. Nous faisons une petite pause musicale, le temps pour vous de nous appeler, de poser votre question au 08 92 23 95 20. Eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec Daniel Goldschmidt, psychologue clinicien, hypnothérapeute, pour des consultations à Bièvre, dans l'Essonne, à côté de Clamart, pour avoir plus de renseignements et pour prendre rendez-vous tout simplement. Vous pouvez appeler Daniel Goldschmidt au 06 08 47 08 51. Je répète, 06 08 47 08 51. Daniel Goldschmidt, Daniel Goldschmidt, sur un moteur de recherche, Daniel Goldschmidt, pour retrouver ses coordonnées. Dans toutes les librairies de France, vous pouvez retrouver son dernier ouvrage, Hypnose profond, aux éditions Duno, dans toutes les librairies de France, Hypnose profond, de Daniel Goldschmidt. Alors nous accueillons Nathalie qui souhaite poser une question. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Ah, je connais cette voix. Oui, n'est-ce pas, Daniel? Oui. Comment allez-vous? Pour résumer la situation, j'ai suivi de nombreuses séances avec Daniel et je m'en porte très bien. J'ai une question aujourd'hui à propos de l'auto-hypnose. Donc l'auto-hypnose, pour moi, ça fonctionne très bien, notamment vous m'avez appris à bien dormir. Et puis parfois je me retrouve devant des douleurs physiques. Je me suis cassé un doigt de pied sur un bateau, pas de solution médicale avant 3 jours. Donc là j'ai cherché à faire ça le mieux possible, mais il me manquait une espèce de chemin, de mode d'emploi. Et ça m'intéresserait de me former pour ça. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui existait. Donc, en fait, si je l'ai bien compris, c'est une formation à l'auto-hypnose, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça. Comment, par soi-même, arriver à... Alors, déjà, il y a pas mal de bouquins là-dessus. Alors, je peux vous citer un bouquin que j'aime bien, ça s'appelle l'auto-hypnose, et c'est par Kevin Finel. Finel, qui est un des comment dirais-je, des enseignants en hypnose français. Il a monté un institut qui s'appelle l'Arche et qui fonctionne très bien. Et il a écrit ce bouquin parce que beaucoup de gens lui posaient les mêmes questions que vous. Alors il y a déjà ce bouquin. Et sinon, il y a des instituts. Hein. Alors notamment l'Arche, mais il y a également des instituts. Alors il y a des instituts pour les médecins et les psychologues, mais ceux-là, ils restent dans leur jus, si j'ose dire. C'est pas ouvert à autrui, mais il y en a d'autres qui sont ouverts et je peux vous en citer une dizaine. Hein. Si vous me mettez un petit mot, je vous envoie ça par Internet ou par SMS. Hein. D'accord. Oui, alors ils font des formations uniquement à l'auto-hypnose, tout à fait. Mais l'auto-hypnose, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer pratiquement en ayant lu un livre ou en prenant quelques cours, hein. C'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Ça marche sur la suggestion qu'on s'adresse à soi-même. C'est ça. Le but est pas toujours évident à définir quelquefois. Non, parce que oui, vous avez raison. Et puis il faut. Dans le cas d'une angoisse ou d'une anxiété ou voilà. d'un chagrin, c'est pas toujours évident. Si c'est une douleur rémanente, c'est-à-dire une douleur qui ne part pas et qui devrait, selon les médecins, être terminée, c'est qu'il y a eu un traumatisme quelque part, mais pas uniquement un traumatisme physique, mais également un traumatisme psychique au moment où, psychique. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelles conditions c'est arrivé, puis à la limite, c'est votre vie. Hein. Mais si il y a cette douleur rémanente qui ne part pas, c'est qu'il y a quelque chose dans le psychisme qui s'est mis en place, comme une espèce de mémoire, en fait. D'accord. Voilà, Nathalie. Très bien.
Content de vous avoir entendu. À bientôt. Hein. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Il nous reste encore du temps pour vos questions au 08 92 23 95 20 sur Radio. Ici et maintenant, émission Santé et Spiritualité avec notre invité Daniel Goldschmidt. Donc nous allons poursuivre l'échange, mais sachez que à tout moment, vous pouvez appeler au 08 92 23 95 20. Alors Daniel, je pense que aussi ça pourrait être intéressant de savoir comment se déroule une première séance, une première consultation à ton cabinet. Le plus simplement possible, on fait connaissance, hein, c'est comme dans toutes les thérapies, il faut qu'il y ait un rapport. Hein, j'insiste beaucoup, je donne des cours moi-même dans un institut qui s'appelle l'école centrale d'hypnose, donc je donne des cours sur l'hypnose profonde, l'ECH, hein, c'est du côté de Montparnasse, et j'explique la magie du rapport. Et le rapport, c'est quelque chose que les commerciaux connaissent bien d'ailleurs, hein. Les commerciaux qui apprennent à créer le rapport avec un client, c'est des techniques, mais c'est aussi du talent. Il faut avoir le talent de créer le rapport. Et là, je m'ingénie lentement, tranquillement, sans bousculer la personne, à créer un rapport. Et puis elle va s'ouvrir, et puis elle va m'expliquer. Et souvent, ça se passe très bien, parce que souvent, les gens n'expliquent rien depuis des années à personne. Parce que expliquer ça à un ami, c'est compliqué. Expliquer ça à leur femme, c'est hors de question. Voilà. Donc... Et puis ensuite, on va faire des tests d'hypnose. Alors les tests d'hypnose ressemblent un petit peu à ce que le fameux Mesmer fait quand il fait ses spectacles, c'est-à-dire c'est des choses très simples qui consistent à faire en sorte que l'inconscient réponde. C'est-à-dire qu'on reçoive des réponses de l'inconscient, et si on reçoit les réponses, on considère que la personne est réceptive à l'hypnose. Mais moi, je pense que tout le monde est réceptif à l'hypnose, et ça dépend aussi du talent de l'hypnotiste, de savoir justement faire en sorte que l'inconscient réponde. Et à ce moment-là, en fonction de ces réponses inconscientes, la personne va sentir que quelque chose se passe. Et le praticien doit amplifier cette réponse. En fait, c'est une réponse qui doit être amplifiée et amplifiée et amplifiée encore jusqu'à ce que la personne rentre dans l'état hypnotique, tout simplement. Et puis ensuite, on peut très bien parler avec elle dans l'état hypnotique, interagir avec elle dans l'état hypnotique. Elle va répondre. Elle n'est pas du tout paralysée ou dans un coma. Et dans ces réponses, il va y avoir une partie consciente qui répond, mais une partie inconsciente aussi. Et le thérapeute doit dépicter ce qui appartient à l'inconscient de ce qui appartient au conscient. Et souvent, on avance comme ça, et puis il y a des grands moments de silence dans lesquels on sent qu'il y a un travail qui se fait. Et puis, au fur et à mesure que la séance se déroule, la personne rentre de plus en plus profond. Et à partir du moment où elle est en profondeur, elle n'a plus envie de parler parce qu'elle a l'impression que tout est résolu, en fait. Et c'est un peu un piège. Hein. C'est-à-dire que quand la personne est au profond, elle a l'impression que c'est réglé. Donc, elle va remonter avec une espèce de sourire. Des fois, je leur tends un miroir pour que les gens se regardent. Ils ont perdu 10 ans. Hein. Et là, la difficulté pour moi, c'est de dire, mais attention, on n'a pas tout réglé. Et c'est pas du tout pour les faire revenir en pensant à mon chiffre d'affaires. C'est parce que il n'y a pas de miracle sur le plan où on est, ou si ce sont des miracles, ils prennent du temps. Il y a un facteur temps, donc il faut répéter quand même quelques séances, etc. Et au bout d'un moment, la personne s'habitue au système hypnotique, elle commence à nager dedans comme un poisson. Je lui enseigne l'auto-hypnose par rapport à ses problèmes. Elle repart avec soit un bouquin que je lui donne, soit elle prend des notes, et puis elle travaille l'auto-hypnose chez elle. Et à partir du moment où elle a travaillé l'auto-hypnose chez elle, eh bien, des mouvements, des changements se produisent. Je leur demande toujours de me tenir au courant, de me mettre un petit SMS, me téléphoner. On reste en contact, quoi. Il faut surtout pas au revoir et merci. Hein. Il faut rester en contact. Et puis voilà, une séance d'hypnose, finalement, c'est ça. Alors, si tu veux des techniques, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelait Dave Hellman, qui était un grand hypnothérapeute aux États-Unis, et il a créé une induction qui consiste à faire en sorte que les yeux ne puissent plus s'ouvrir.
C'est-à-dire que quand on met la personne en hypnose, on lui suggère que ses yeux n'arrivent plus à s'ouvrir. Et en partant de cela, on fait tout un travail pour que la personne descende en profondeur. C'est ce qu'on appelle l'induction d'Hellman. C'est très bien foutu, c'est très malin. Et voilà, la personne, après, elle s'habitue à l'état d'hypnose. En fait. Daniel, on a Isabelle avec nous. Isabelle, bonsoir. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Moi je vous appelle, j'ai certainement beaucoup de problèmes, mais je vous appelle au sujet d'un fils, qui est un homme de 44 ans, qui depuis 3 ans à peu près fait des crises d'hypocondrie délirantes, etc., etc., qu'il a reçu un crachat dans l'œil en passant, alors qu'un type a éternué à proximité. Et il va parler de ça pendant des heures et des heures. Ensuite, ça va disparaître du jour au lendemain parce qu'une autre chose va lui arriver, une IRM, et donc il va avoir des radiations, il va mourir. Bref, on n'en sort pas. Il a récemment, il y a quelques mois, laissé son cabinet, là où il travaillait, en tant qu'avocat. Je pense qu'il était arrivé à un niveau de surcharge émotionnelle et le travail dans sa famille auquel il participe beaucoup, sans pouvoir s'arrêter de travailler. D'ailleurs, lui-même, encore un peu chez lui. Oui, alors, écoutez, il a vu un psychiatre ou pas? Un psychologue clinicien. Il fait une psychanalyse par ailleurs qui dure déjà depuis 4 ans, avec de nombreuses séances. Moi, je trouve ça terrifiant. Je ne sais pas avec quel argent il paye ça. Est-ce qu'un psychiatre a fait un diagnostic? Alors, évidemment, on est tous effarés par ça, et moi, je suis sa mère. Mais il a aussi rencontré un psychiatre, mais alors on propose des médicaments. Il ne veut pas prendre de médicaments. Il a peur des médicaments. Oui. Parce que moi, j'étais pareil. Oui, mais ça fait partie du problème, oui. Semble-t-il, dans son esprit, de tout ce qui lui arrive, etc. Oh, bah oui. Qui a pris une ampleur considérable. Et voilà, et alors il paraît, c'était un type magnifique qui avait bien démarré tout ça, et puis ça lui est arrivé d'un seul coup, il se met à faire des gros délires. Écoutez, moi je suis pas psychiatre, mais avec le peu que je connais de psychiatrie, ou plutôt de psycho, oui. Pour moi, c'est pas aussi grave que ça ne paraît. C'est-à-dire, on dirait qu'il a fait un burn-out, en fait. Moi, j'opterais, avec le peu que vous me dites... Une profession libérale, littéralement. Ouais. Il n'a pas de sécurité sociale. Il a des assurances, mais qui ne sont pas la sécurité sociale, qui permet de prendre 6 mois ou 3 mois d'arrêt. C'est ça. Donc, il se sent tout le temps sur la brèche, et là, le cerveau commence à dire « ça suffit ». Et on appelle ça un burn-out, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça, et ça se traduit par des symptômes un peu comme ça, c'est-à-dire des symptômes en apparence délirants, des obsessions, des tocs, des choses comme ça, voilà. mais c'est souvent des burn-out, c'est-à-dire que on va très vite en disant la personne est folle, et pas du tout. En fait, les psychiatres savent très bien que c'est pas obligatoirement quelque chose de très grave, mais par contre, il faut le soigner. Et ils le soignent en général avec des antidépresseurs, hein, parce que c'est un bon produit pour ce type de problème. C'est-à-dire que ces symptômes vont reculer et ils vont devenir moins forts. Alors, ce qui serait idéal, c'est qu'ils prennent un petit peu d'antidépresseurs et surtout qu'ils fassent de l'hypnose, parce que l'hypnose va le recentrer, en fait. Il a besoin d'être recentré, et ce que vous m'expliquez, c'est surtout de l'angoisse. C'est-à-dire qu'il a les phobies, par exemple, il a des phobies, et des phobies qui paraissent folles, et en fait, c'est parce que son système cérébral qui gère l'angoisse fonctionne à 200 à l'heure, quoi. Et il faut ramener tout ça tranquille, quoi. Donc, j'essaye de... Vous pourriez me conseiller, il habite Bordeaux, en fait. Oui, Bordeaux, oui, je peux vous conseiller, oui. Mais des gens, des gens très sérieux. Des gens très sérieux, oui. L'inquiétude, c'est... Oui. Il y a une inquiétude au niveau des médicaments, parce que tout le monde craint une accoutumance, ou que ça va nous transformer, ou Mais ça dépend. On peut très bien prendre ce type de médicaments pendant 3-4 mois, et puis après descendre complètement. Ah bon, hein. C'est pas du tout des trucs qu'on prend à vie, hein. Pas du tout. Hein.
Et moi, je trouve que ça ressemble effectivement à un burn-out, mais je peux me tromper. Hein. Si j'ai pas vu la personne, je peux pas faire un diagnostic à distance. Non, il est certainement dans un burn-out de toute façon. Mais j'aimerais bien vous calmer un peu par rapport à son état, parce que ça a l'air délirant. On se dit le type est fou, et non, pas du tout. Il a, vous savez, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle l'amygdale cérébrale, qui n'a rien à voir avec les amygdales. D'ailleurs, c'est autre chose. Et c'est le centre de la peur et de l'angoisse. Et il y a un moment, elle dysfonctionne. Et quand elle dysfonctionne, ça donne ce genre de trouble. Parce qu'en plus, il est visiblement brillant, c'est quelqu'un de très intelligent, et c'est souvent les gens les plus intelligents qui sont les plus anxieux. Donc il faudrait calmer tout ça. Et sur Bordeaux, là, je vais pas le donner à l'antenne, parce que il faut d'abord que je consulte la personne si elle est d'accord, mais je connais des gens extrêmement sérieux, oui, extrêmement sérieux. Je connais un docteur en... tout à l'heure de vos coordonnées. Oui, passez-moi un coup de fil ou envoyez-moi un SMS. Et je vous donnerai. Et sur Bordeaux, j'ai un contact vraiment très 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 fort, quoi. Ah, c'est bien. Oui. C'est un docteur. C'est un de mes amis. Moi, je croyais qu'il était en train de fou. Non. La folie, c'est pas. Non. Même, vous savez que quelqu'un qui a des bouffées délirantes, ce qu'on appelle des bouffées délirantes, ça veut pas dire qu'il est fou. Hein. Ça veut dire que momentanément, et par rapport à un certain nombre de choses, le cerveau est un petit peu disjoncté. Mais le cerveau a l'habitude de revenir à la normale, hein, si vous voulez. Oui, c'est exact. Ouais. Et avant de conclure que quelqu'un est fou, il faut du temps. Hein. Il faut l'observer au moins pendant 6 mois, 1 an. Hein. Et les psychiatres ne font pas cette... vous entendrez jamais un psychiatre vous dire votre fils ou votre mari est fou. Hein. C'est fini, hein, on n'utilise plus ça. Oui, mais d'un autre côté, quand je vois qu'il fait des séances depuis des années... Je dis oui, mais ça peut durer jusqu'à 70 ans, ton affaire. Écoutez, ne me faites pas parler de la psychanalyse parce que je vais dire des gros mots et ça va me retomber dessus. Donc, me faites pas parler de la psychanalyse, je vous en prie. Je vous supplie, ne me faites pas parler de la psychanalyse. C'est pas obligatoirement en parlant sur un divan 3 fois ou 2 fois par semaine que ça va régler le problème. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Oui, bien sûr. Alors l'hypnose peut aider, c'est pas... Faire des choses agréables. Oui, mais vous avez des techniques, par exemple, comme ce qu'on appelle les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, qui donnent des résultats dans ce genre de choses, qui prennent beaucoup moins de temps. Vous avez l'hypnose, vous avez plein de choses maintenant. Je crois qu'on a à peu près 700 ou 800 ou 900, je me souviens plus du nombre, de thérapies différentes maintenant. Ça a fait beaucoup de progrès. Dans son cas, on peut l'aider avec un peu de thérapie et un peu de médicaments, et à mon avis, il peut sortir du truc beaucoup plus rapidement que vous pensez. Ah. Voilà. Écoutez, monsieur ou docteur, je ne sais pas. Non, pas docteur, non. J'aimerais bien, mais non. Je vais prendre contact avec vous. D'accord. Pour peut-être que vous puissiez me donner un conseil ou une adresse. J'ai une adresse à vous donner, oui. Oui. J'en ai pas 10, j'en ai une, oui. Bon. Voilà. Ça peut être un espoir alors. Oui. Surtout Bordeaux, c'est un endroit où ça se développe bien, dans la région de Bordeaux. Ouais. Bon. Voilà. Un grand merci, monsieur. Alors, je prendrai contact avec vous alors. Avec grand plaisir, madame. Vous avez mon numéro, hein? Merci. Au revoir. Alors oui, on va également, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de prendre les coordonnées de Daniel Goldschmidt, rappeler le numéro d'ici quelques minutes avant la fin de l'émission. Petite pause musicale, le temps pour vous d'intervenir et pour votre question. Daniel Goldschmidt au 08 92 23 95 20. Et nous poursuivons l'émission Santé Spiritualité sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant, que vous pouvez écouter sur icietmaintenant.com, sur les applications radio pour smartphone et également sur le DAB+. Pour l'émission Santé Spiritualité sur Radio Ici et Maintenant, ce soir nous sommes en compagnie de Daniel Goldschmidt, psychologue, clinicien, hypnothérapeute. On a parlé pas mal d'hypnose. La dernière question, c'était par rapport... au déroulement d'une première séance, d'une première consultation. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de l'émission. Alors une autre question que je souhaitais poser, Daniel, c'était de savoir à partir de quel âge est-ce qu'on peut faire une séance d'hypnose? Est-ce qu'il y a un âge limite pour les enfants? Est-ce que c'est possible, par exemple? Oui, bien sûr.
Il y a pas d'âge limite, mais un enfant, je dirais qu'il pratique l'hypnose d'une façon spontanée et naturelle. Quand un enfant joue, par exemple, il est dans une transe hypnotique. Il voit plus un camion en plastique sur la table, il voit un vrai camion sur une route, etc. Donc il est déjà dans un état d'hypnose. Ceux qui ne sont pas dans cet état, c'est qu'il y a un problème. Donc effectivement. Mais oui, on peut pratiquer l'hypnose avec un enfant. Il y a des psychologues qui sont compétents là-dedans. Alors maintenant, en ce qui concerne l'âge limite dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire de l'hypnose jusqu'à 99 ans, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre là-dessus parce que j'ai constaté personnellement que les gens très âgés ont beaucoup de mal. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec le système neuronal ? Est-ce que leur cerveau n'est pas aussi plastique, justement, que dans leur jeunesse ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que j'ai tendance à pas prendre les gens au-delà de 82 ans. Enfin, je suis pas de racisme, hein, mais j'ai remarqué que ça marche pas, quoi. Et il y avait la maire de mon village où je suis, à Bièvre, qui m'avait envoyé des gens du 3e âge, etc. Alors, il y en a certains, ça a très bien fonctionné, puis d'autres, ils comprenaient pas. Je veux dire, il faut comprendre ce qu'est l'hypnose pour rentrer dedans. C'est une co-construction entre le thérapeute et la personne qui vient. Hein. Donc, si la personne comprend pas, ça fonctionne pas. Voilà. Mais les enfants, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Daniel, quel avenir pour l'hypnose, selon toi ? D'après ce que je ressens et d'après ce qui me remonte du terrain, comme on dit, c'est plutôt assez extraordinaire ce qui se passe. Hein. Il y a énormément de gens maintenant qui font appel à l'hypnose, peut-être un peu trop avec des idées de miracle ou des idées magiques dans la tête. L'hypnose est quelque chose d'assez magique en tant que tel, c'est vrai, hein, mais elle a ses limites aussi. Hein. Donc, mais je pense qu'elle a un gros avenir, et aussi bien dans le milieu médical que dans le milieu paramédical, que même dans d'autres... L'hypnose n'est pas réservée obligatoirement aux soins. Hein. On peut aussi se servir de l'hypnose, par exemple, sportivement. Les sportifs, d'ailleurs ça existe déjà, les grands footballeurs et autres font des séances d'hypnose. On peut s'en servir, par exemple, pour perfectionner un art. La personne qui a appelé tout à l'heure, Nathalie, elle est artiste, elle est peintre, et on avait fait beaucoup de séances aussi, et ça lui a donné une meilleure créativité. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup d'applications. L'hypnose en fait est un état mental dans lequel, et finalement ça sera un petit peu ma définition la plus intéressante d'aujourd'hui, c'est dans lequel la personne devient plus complète qu'elle est d'habitude. Parce que d'habitude, la plupart des personnes sont coupées. Ils sont coupés entre leur inconscient et leur conscient. Il y a ce qu'on appelle des conflits internes. Et l'hypnose rééquilibre tout ça. Donc, ça peut s'appliquer à énormément de domaines. Comment peut-on reconnaître un bon hypnothérapeute ? Oh. Au son de la voix, non, je plaisante. Je pense qu'il faut déjà lui demander ses diplômes, hein, quand même. Alors, ça n'est pas toujours obligatoire que la personne ait fait 4 universités, 3 doctorats, etc. Mais au moins qu'elle ait un petit peu de base, et notamment dans le traitement des maladies mentales, parce qu'il faut que le praticien puisse reconnaître, par exemple, quelqu'un qui vient avec une vraie maladie mentale, genre schizophrénie ou autre, et de pas essayer de faire de l'hypnose, ou alors le faire avec un psychiatre et le faire à plusieurs personnes en équipe, sur un schizophrène, par exemple, parce que c'est pas qu'on peut l'abîmer, mais qu'il peut rentrer dans du délire, par exemple. Parce que l'hypnose amplifie l'imaginaire. Et quand la personne est en état d'hypnose, ce qu'elle imagine devient réel. Alors on s'en sert pour soigner, bien sûr, mais un schizophrène, il va partir dans des trucs qui vont pas obligatoirement lui faire du bien. Ça va déclencher des problèmes. Hein, donc il faut faire attention. Ouais. Eh bien, le temps est passé extrêmement vite pour l'émission Santé et Spiritualité de ce soir avec Daniel Goldschmidt. Merci Daniel. Est-ce que tu souhaitais rajouter un dernier mot, une petite conclusion ? Oui, je voulais te remercier de m'avoir reçu.
Déjà, c'est toujours un grand moment. Et puis remercier les auditeurs d'ici et maintenant qui m'ont fait la gentillesse de m'écouter. Je suis à leur disposition. Vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous pour m'appeler. On peut discuter d'un certain nombre de problèmes que vous avez. Sinon, je souhaite longue vie à Ici et Maintenant, et j'aurai une pensée pour Didier de Plège, qui était le directeur et que j'ai bien connu et qui était vraiment quelqu'un de formidable et qui nous manque. Et donc c'est en pensant à lui et en regardant sa photo sur le mur que j'ai fait cette émission. Merci beaucoup Daniel. Eh bien, j'espère te retrouver bientôt sur Radio Ici et Maintenant avec les auditeurs aussi qui souhaitent sans doute encore te réentendre pour de prochaines émissions. En tout cas, avant les prochaines émissions, auditeurs, auditrices, vous pouvez retrouver Daniel Goldschmidt. Prenez de quoi noter tout de suite troisième page promotionnelle afin d'entrer en contact avec notre invité. On était en compagnie de Daniel Goldschmidt ce soir, psychologue clinicien, hypnothérapeute. Il vous propose donc des consultations à Bièvre, dans l'Essonne, à côté de Clamart. Vous pouvez prendre rendez-vous en l'appelant au 06 08 47 08 51. Je répète, 06 08 47 08 51. Sur un moteur de recherche, vous pouvez également taper Daniel Goldschmidt et vous tomberez sur ses coordonnées. Donc Daniel Goldschmidt, Goldschmidt, Goldschmidt. Une nouvelle fois, je vous rappelle le numéro 06 08 47 08 51. Vous pouvez également vous procurer le dernier ouvrage de Daniel Goldschmidt aux éditions Duno dans toutes les librairies de France. L'ouvrage s'appelle Hypnose profond, donc de Daniel Goldschmidt. Et nous arrivons donc à la fin de l'émission Santé et Spiritualité. Poursuivez l'écoute sur icietmaintenant.com, le canal 9A de la RNT ou sur les applications radio pour smartphone. On vous souhaite une excellente soirée sur Radio Ici et Maintenant et à très bientôt. Au revoir.